Bonjour à toutes et à tous. Un réel plaisir de vous retrouver sur la West Africa Democracy Radio. Nouvel épisode dans votre rendez-vous hebdomadaire Jeunesse Active. Deux thèmes à aborder aujourd'hui. D'abord, dans la voie des enfants pour la paix au Sahel, on s'intéresse aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits existants. Dans la seconde partie, on va parler du rôle des jeunes dans la revitalisation du panafricanisme. C'est dans une douzaine de minutes. Je vous laisse maintenant avec Laura Rumpeto dans la voie des enfants pour la paix au Sahel. Bonjour Laura. Bonjour Demba, bienvenue sur le magazine La Voix des enfants pour la paix au Sahel. La deuxième saison de ce magazine est consacrée au rapport d'analyse de conflits sensibles aux besoins des enfants et jeunes. Think Peace Sahel est l'un de nos partenaires dans le cadre du projet La Voix des enfants pour la paix au Sahel et a réalisé ce travail. Restez avec nous. Cette production de la West Africa Democracy Radio vous parvient en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Save the Children, germe le groupe d'études et de recherche sur les migrations et faits de société, Think Peace qui lutte pour la paix au Mali et au Sahel et le MAEJT, Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Des enfants et adolescents du Liptako Gourmand, zone à cheval sur le Burkina Faso, le Niger et le Mali, encore appelée la zone des trois frontières, ont été outillés pour alerter sur les incidents. Car dans cette zone sévit une crise humanitaire découlant de l'insécurité. Dans ce 7e numéro de la deuxième saison, nous allons nous pencher sur la prévention et la résolution des conflits dans les communautés du Liptako Gourma. Comment les communautés locales, y compris les enfants, sont-elles impliquées dans les efforts de prévention des conflits ? Quels sont les rôles des leaders traditionnels et religieux dans la prévention et la résolution des conflits au Sahel? Ce sont autant de questions auxquelles Think Peace et ses partenaires du projet Voix des enfants pour la paix au Sahel essaient de répondre dans leur mission. Le thème de ce numéro est donc mécanismes de prévention et de résolution des conflits existants. Avec l'aide de Think Peace et prenant appui sur des méthodologies et conditions adaptées, les enfants ont pu jouer le rôle de médiateurs dans le règlement des conflits au sein de leur communauté. L'un des outils ayant aidé ces enfants à mener leur mission de médiation est le système d'alerte précoce. Christian Moukidi nous en dit plus. Think Peace, dans sa tâche de maintien de la paix dans le Sahel, a outillé les enfants du Liptako Gourma pour faire la médiation entre les communautés. Les enfants ambassadeurs ont donc été initiés à se référer au système d'alerte précoce mis en place par Think Peace. L'élément essentiel, les composants et la plateforme MEN, mécanisme d'analyse des informations intégrées. C'est un outil informatique qui permet aux enfants d'interagir pour remonter les informations relatives aux incidents sécuritaires qu'ils observent dans leur communauté. Pour les faire, les enfants ambassadeurs se réfèrent à des indicateurs spécifiques pour mieux renseigner la plateforme. Les résultats sont par la suite étudiés par l'analyste sécuritaire qui évalue la prise en compte ou pas des problèmes évoqués par les enfants. Une fois les problèmes identifiés, les enfants ambassadeurs alertent les autorités locales. Dans les soucis de prévention, les ambassadeurs optent les plus généralement pour des séances de sensibilisation et des activités ludiques pour faire comprendre à leurs pères et aux adultes les enjeux liés aux conflits communautaires et de la nécessité de leurs actions sur les terrains. Merci à vous Christian Moukidi. Comme je le disais à l'entame, nous allons parler dans ce numéro des différents mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Et on en parle avec Souleymane Doumbia, il est chargé du programme Voix des enfants pour la paix au Sahel au sein de Think Peace. Les principaux mécanismes mis en place pour prévenir les conflits dans les communautés, surtout ceux qui touchent particulièrement les enfants. Nous avons des programmes de sensibilisation communautaire, des formations sur la cohésion sociale et l'intégration d'initiatives éducatives basées sur la paix. Au niveau régional, nous avons des plateformes comme le système d'alerte précoce, mécanisme d'analyse des informations intégrées, qui permet de collecter les informations concernant les tensions locales et d'intervenir rapidement avant que les conflits n'éclatent. Quand je dis intervenir, c'est que nous partageons ces données-là avec les autres autorités pour pouvoir prendre, pour les aider dans les prises de décision. Il y a également des campagnes de sensibilisation orientées vers les enfants et les jeunes. Ça leur permet d'apprendre à reconnaître et à éviter les risques de violence. Comment les communautés locales, y compris les enfants, sont-elles impliquées dans les efforts de prévention des conflits?
Les communautés locales, y compris les enfants, sont bien évidemment intégrés dans les discussions communautaires. À travers les comités de paix, nous avons plusieurs euh, comités dans nos différentes zones d'intervention. Les enfants et les jeunes participent activement surtout aux plateformes qui permettent de renseigner l'application main. Ils discutent de prévention, de gestion, et proposent des solutions adaptées à leur réalité. Ils font des analyses également de contexte liées à leur région. Quelles sont les stratégies utilisées pour renforcer la résilience des jeunes et des enfants face aux facteurs de conflit? Alors, nous avons des programmes de renforcement des capacités qui combinent à la formation, gestion des conflits, le développement de compétences sociales, de soutien psychosocial. L'accent est mis sur la promotion de l'éducation, l'engagement civique et la création des safe spaces où les jeunes peuvent discuter de leurs défis en toute sécurité. Nous avons également des activités socio-éducatives et sportives qui sont également mises en œuvre pour les aider à canaliser leur énergie de manière positive. De quelle manière les enfants et les jeunes sont-ils consultés et impliqués dans le processus de résolution des conflits? Alors, je dirais que les enfants et les jeunes sont consultés à travers des plateformes participatives parce que, comme je vous l'avais évoqué, surtout dans le cadre de Web Sahel, Voix des enfants pour la paix dans le Sahel, nous avons fait des analyses de conflits où les jeunes et les enfants ils nous ont donné réellement leur a priori sur le contexte qu'il y a chez eux dans ces différentes localités. Dans certains cas, ils sont intégrés des processus de médiation en tant que représentants de leur pairs. Donc, leurs voix sont de plus en plus prises en compte dans les initiatives de dialogue communautaire. Je cite le cas de Koro, au Mali, où les jeunes ambassadeurs ont participé à une résolution de conflits là-bas. Donc, ils partagent également leurs expériences et leurs idées pour résoudre les tensions locales à leur niveau. Selon vous, quel est le type de médiation le plus efficace pour résoudre les conflits intercommunautaires par les enfants? Donc, oui. Nous avons surtout la médiation par les leaders traditionnels et religieux qui sont particulièrement efficaces. Donc, on sait qu'ils jouissent d'un respect, d'une légitimité qui facilite les types de négociations. Donc, les approches participatives également. Merci, Monsieur Doumbia. Merci. Je rappelle que Souleymane Doumbia est chargé du programme Voix des enfants pour la paix au Sahel au sein de Think Peace. Et Souli Djedjou est journaliste à la West Africa Democracy Radio, radio collaboratrice sur le projet Voix des enfants pour la paix au Sahel. Elle nous parle du rôle des leaders traditionnels et religieux dans la prévention des conflits dans les communautés sahéliennes. Mais à travers les rencontres ou cérémonies religieuses, par exemple, tenir des discours qui promeuvent le vivre ensemble. Ils peuvent faire, par exemple, nous parlons bien sûr des leaders traditionnels et religieux, ils peuvent faire ressortir à travers leurs sermons la nécessité de dépasser les problèmes et de privilégier le vivre ensemble. Par exemple, impliquer également les jeunes et les femmes dans les prises de décision parce que ce sont des acteurs de la communauté. Parfois, on dit les communautés, les leaders, etc. Mais les acteurs les plus concernés, ce sont les femmes, ce sont les hommes aussi, ce sont les enfants parce que ce sont des couches de la communauté. Il faut qu'ils se sentent impliqués dans tout ce qu'on fait. Donc, quand ils se sentent impliqués et que c'est un leader religieux ou bien un leader traditionnel qui leur en parle, qui leur fait voir que, écoutez, vous avez votre rôle à jouer, vous devez également participer à pacifier l'espace communautaire. Donc, c'est plus parfois, on a envie de dire que ça c'est plus convaincant quand le religieux parle ou bien quand le leader traditionnel parle. Vous avez également, on peut également élaborer des plans d'action qui favorisent le développement de la commune et être des exemples. Ces leaders dont je parlais tout à l'heure, ils peuvent être des exemples des leaders de différentes communautés qui se parlent, par exemple, ils se donnent la main devant tout le monde, devant des communautés qui sont, par exemple, en conflit, entre autres. Donc, s'ils font ces efforts après, par exemple, un sermon ou bien une prédication et que les leaders se font des câlins, entre autres, ces petits gestes d'amour qui peuvent pacifier facilement l'environnement. Donc, ce sont, entre autres, quelques idées, quelques aspects
qui peuvent aider justement les religieux, les leaders religieux traditionnels à pouvoir pleinement jouer leur rôle dans la prévention des conflits au Sahel. Et c'est la fin de cette émission. Pour le 7e numéro de cette 2e saison, nous avons parlé des mécanismes de prévention et de résolution des conflits existants. Les personnes ressources que nous avons rencontrées recommandent des actions énergiques de la part des autorités du Burkina, du Mali et du Niger pour garantir le respect des droits des enfants. WADR joint sa voix à celle de ses partenaires pour appeler à l'arrêt de toute forme de violence physique, morale et psychologique sur les enfants. D'autres recommandations sont à suivre dans les prochains numéros. Je suis Laura Rumpeto et je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine pour un nouveau numéro de La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Merci à vous, Laura Rumpeto. Nous marquons une courte pause avant la seconde partie de Jeunesse Active. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la West Africa Democracy Radio, la radio du dialogue. Ravi de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire Jeunesse Active. Votre espace d'échange jeunes revient cette semaine avec une nouvelle thématique, le rôle des jeunes dans la revitalisation du panafricanisme. C'est autour de ce sujet que nous allons débattre aujourd'hui et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Sougou Boulingi Mirik Freddy. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Effectivement. Ça va, vous allez bien? Je vais très bien, merci vous. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Plaisir partagé. Quoi de neuf? Ça va, alhamdoulilah. Tout bien. Tout bien, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle, Freddy, qui est étudiant-chercheur en sciences de l'information et de la communication au CESTI, Centre d'études et des sciences techniques de l'information. Il est également coach en formation de prise de parole en public. Il se définit également comme un panafricaniste. C'est bien cela, Freddy. Effectivement. Nous sommes également avec Ousseynou Gueye, activiste panafricaniste aussi, membre du CRILA, groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. La libération de l'Afrique, c'est fort. Carrément, certainement. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous pensez que l'Afrique n'est pas encore libre? Disons que l'Afrique n'est pas encore libre. 60 ans, plus de 100 ans après les indépendances, il y a une nouvelle forme de néocolonialisme qui se développe actuellement. Juste une ébauche, hein? En Afrique, oui, c'est ça. Et on va développer après. On va y revenir. Effectivement. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Ousseynou Gueye. Au plaisir. Nous sommes également en ligne de Bamako avec Pape Diallo. Il est le président du quartier général de la Révolution, le QGR. C'est bien cela, Pape Diallo. Merci d'être là. Merci beaucoup, Demba. Je salue aussi tous mes co-débatteurs. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve sur votre antenne. Je souhaite qu'on fera un bon débat qui sera très enrichissant pour tous les auditeurs. Merci bien et vous avez les salutations de tous les membres du quartier général de la Révolution. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir ici et j'espère que vous nous donnerez plus de détails sur votre organisation au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, Pape Diallo. Inch'Allah. Et voilà, Jeunesse Active, le rôle des jeunes dans la revitalisation du panafricanisme, top, c'est parti. On commence avec celui qui nous parle de l'extérieur. On vous donne la parole, Pape Diallo. Alors, Pape, aujourd'hui, quand on vous parle de panafricanisme en tant que jeune africain, qu'est-ce que cela vous dit? D'abord, nous parler du panafricanisme aujourd'hui, c'est une bénédiction pour toute la jeunesse africaine. Parce que avant de parler d'abord du panafricanisme, mon pays a fait l'expérience d'une grande mobilisation, d'une grande détermination et surtout d'une grande démonstration de la détermination de la jeunesse africaine sur la question du panafricanisme et par amour pour mon pays. En fait, c'est juste que ça me rappelle lorsque mon pays s'est retrouvé face à une situation de coup d'État avec l'avènement d'une nouvelle transition, de nouvelles autorités. Il y a eu la jeunesse africaine du Sénégal qui a marché depuis Dakar à Bamako. Il y a eu la mobilisation de la jeunesse de la République de la Guinée-Conakry qui a marché de Conakry pour venir à Bamako. Donc, ces actes qui ont été posés dans le sens du panafricanisme a été un acte d'honneur et de dignité, mais surtout un message de la jeunesse pour dire plus jamais nous n'allons accepter un dictat ou bien l'oppression venant de l'impérialisme et que nous sommes désormais pour l'union des peuples africains, donc pour l'unité africaine.
pour la liberté aussi des populations et des peuples africains. Et ils ont été accueillis par nos autorités ici et ont été élevés au niveau de citoyens d'honneur dans notre pays. Donc aujourd'hui, débattre sur la question du panafricanisme, c'est de remettre le panafricanisme au centre des intérêts des populations africaines et surtout dans l'intérêt de l'émancipation de sa jeunesse. Donc, faire ce débat aujourd'hui, c'est vraiment un immense honneur pour moi d'échanger et avoir d'autres solutions pour l'épanouissement ou bien la promotion du panafricanisme. Quand on nous parle du panafricanisme aujourd'hui, c'est que ça veut dire que la jeunesse n'est plus prête à accepter la stratégie de l'impérialisme qui est de diviser les Africains pour régner sur nous, pour piller nos richesses. Désormais, nous sommes pour la suppression immédiate des frontières coloniales entre les différentes nations africaines pour avoir une véritable fédération africaine. On va revenir vers vous, Pape Diallo. On va donner la parole à ceux qui sont dans ce studio de la WADR. On donne la parole à Freddy. Alors Freddy, vous, quand vous entendez parler du panafricanisme, qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que jeune Africain ? Ok, merci pour la parole. Et comme je disais tantôt dans mon propos introductif, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le panafricanisme, c'est un vent en fait qui mène en fait la jeunesse consciente africaine aujourd'hui sur les devants de la scène, parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, mais que les jeunes Africains en fait aujourd'hui, nous devons être des acteurs majeurs pour l'évolution, l'éveil des consciences de nos concitoyens, et bien évidemment, comme je disais tantôt, il y a nos ancêtres qui nous regardent. Donc nous devons être ce fer de lance-là qui permettra aux générations futures, de notre génération, la génération de nos enfants, de pouvoir hériter d'un continent avec toutes ses valeurs et éviter que nos richesses puissent s'évaporer à l'Occident et que l'Afrique demeure toujours, ce continent-là, toujours affaibli, pauvre. Vous savez, la question de savoir aujourd'hui, le continent africain est un continent riche mais avec une population pauvre. C'est des expressions, c'est des stigmates qui font mal aujourd'hui, parce que nos parents, ils ont vécu ça, nos arrière-grands-parents, mais il faudrait que nous, cette génération, nous sommes cette génération-là qui puissions porter ce poids-là et se dire que nous devons nous défaire de toutes ces marques négatives, péjoratives, pour construire une Afrique de demain meilleure. C'est quand la première fois que vous vous êtes défini comme étant un panafricaniste ? Vous savez, la question, c'est intérieurement, parce que vous savez, en tant que jeune Africain... Une question de ressenti ? Oui, ressenti, mais on s'est dit aussi une question d'appartenance, parce que vous savez, je viens d'un beau pays qui est le Gabon, un pays avec énormément de richesses, énormément des atouts, mais lorsque vous regardez un peu la situation du pays en général, on se rend compte que le Gabon... pays riche, population pauvre, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et lorsque vous plongez un peu dans les lectures, vous essayez de vous recentrer un peu par rapport au débat qu'il y a eu pendant l'époque coloniale et les indépendances et tout, et vous vous rendez compte que, en fait, le 50-50 n'a pas été 50-50, en fait. Nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas peut-être cette petite expérience-là ou cette jugeote-là de dire, écoutez, on vous donne ceci, mais en retour, lorsque nous, on reçoit ça, on voudrait au moins avoir... une réelle part du gâteau, en fait. Alors, Ousseynou Gueye, j'ai dit que tantôt vous êtes membre du GRILA, qui est un groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Vous pensez que l'Afrique est toujours dominée, que l'Afrique n'est pas libre ? Je reviens à la question de départ, Ousseynou Gueye. Le fait de savoir si aujourd'hui l'Afrique est libre ou bien l'Afrique n'est plus sous la domination de qui que ce soit. Bon, là, je répondrai par oui, parce que l'Afrique n'est pas un continent libre. Bon, certes, nous avons des indépendances, mais on peut dire que ce sont des indépendances politiques. Parce que, bon, en 1960, la plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance. On nous a donné, donc, les commandes de nos pays à pouvoir gérer nous-mêmes. Mais en réalité, c'était une indépendance politique, il reste l'indépendance économique. Donc depuis cela, on a vu que l'Afrique traverse des moments très difficiles, l'Afrique traverse des moments de pauvreté. Et aussi aujourd'hui, on a vu que l'Afrique est le continent le plus riche, disons, en termes de ressources naturelles. Son sous-sol est immensément riche et qu'aujourd'hui, on voit que 60% des terres cultivables se trouvent en Afrique.
et qu'un tiers des ressources naturelles mondiales aussi se trouve en Afrique. Ce qui veut dire que l'Afrique est très riche, mais n'en profite pas de ces richesses-là. Et ce qui veut dire également que ce sont donc les multinationales, les firmes multinationales qui aujourd'hui exploitent le continent africain. Donc on peut avoir l'impression que malgré les efforts qui ont été consentis, malgré les luttes qui ont été effectuées par les prédécesseurs des mouvements panafricanistes, il y avait quand même à un certain moment un recul par rapport à tout cela. Et aujourd'hui, les jeunes ont pris le devant donc, pour pouvoir faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Donc la colonisation, le néocolonialisme de l'Afrique qui est toujours là et qui fait débat. Donc aujourd'hui, le combat est là, les jeunes sont engagés, les jeunes sortent en fait des chantiers bâtis pour pouvoir donc aller de l'avant dans cette lutte-là qui consiste à émanciper le continent africain donc du néocolonialisme que nous vivons aujourd'hui à cause donc de la montée du capitalisme où les capitalistes n'ont qu'un seul intérêt, privilégier les ressources, leurs richesses et puis voilà, aller dans l'accumulation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est cramponnée donc, dans cette situation. Alors, depuis quand Ousseynou Gueye a commencé à militer dans ce vaste mouvement panafricaniste? Bon, je peux dire que depuis que j'ai commencé à lire Cheikh Anta Diop, j'ai vu naître en moi ce sentiment de panafricanisme parce que dans la plupart de ses écrits, et voilà, il parlait de l'Afrique, de la Renaissance africaine. D'ailleurs, c'est lui que l'on donne le paternalisme du terme Renaissance africaine parce qu'en 1948, en étant étudiant en France, il avait écrit un article intitulé « Quand pourra-t-on parler de la Renaissance africaine ?» Donc, à travers cet article, il a essayé d'expliquer c'est quoi la Renaissance africaine, pourquoi l'Afrique devait s'émanciper. Donc, à travers ces écrits, à travers ces ouvrages, on a pu y comprendre l'importance d'être un panafricaniste, l'importance de pouvoir s'engager dans la lutte pour la libération du continent. Et depuis ce moment-là, bon, étant jeune, en fait, parce que on a commencé à découvrir Cheikh Anta Diop malheureusement une fois à l'université parce que en fait comme on ne nous enseigne pas Cheikh Anta Diop au niveau des écoles primaires ou bien même au lycée, on ne le comprend pas, on ne le connaît pas absolument. Mais donc en lisant ces œuvres, j'ai vu en moi naître ce sentiment-là, ce sentiment d'appartenir à une race, à l'Afrique. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au panafricanisme et j'ai commencé à intégrer des mouvements panafricanistes comme le GRILA, dirigé aujourd'hui par Aziz Salman Fall, qui est un politologue, un panafricaniste qui a lutté pour la justice de Thomas Sankara parce qu'il a porté le combat, la campagne internationale de justice pour Sankara, pour permettre donc d'avoir la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara. Après 25 ans de lutte, ils ont aussi gain de cause. Donc ce sont en fait toutes ces choses-là qui m'ont permis vraiment de pouvoir avoir cet éveil de conscience et de pouvoir m'engager pleinement dans la lutte pour l'émancipation de l'Afrique, mais en étant un panafricaniste convaincu. On y reviendra plus amplement. Ousseynou Gueye, Pape Diallo, alors selon vous, quel est l'état actuel du panafricanisme sur le continent africain et d'une manière générale, disons, dans la diaspora? Je pense que le panafricanisme bat son plein en Afrique et de la diaspora, surtout avec la naissance de la Confédération des États du Sahel, qu'on appelle l'AES, et qui a réévalué d'abord la situation de l'Afrique à le Conseil des Nations Unies, et aujourd'hui qui a choisi la voie de la restauration de la dignité des peuples africains, qui se manifeste aujourd'hui par le libre choix de la politique qui désormais va diriger le destin de nos nations africaines, d'une part, et d'autre part, le choix stratégique des partenaires avec qui nous voulons désormais travailler, que ce soit dans le cadre bilatéral comme multilatéral. C'est-à-dire, si nous voulons aujourd'hui, nous refusons la Banque mondiale, nous allons travailler avec les BRICS. Et donc, un peu, on dira aujourd'hui que surtout la mobilisation et des populations autour de ces autorités qui se sont défaites de ces organisations impérialistes sous-régionales à la solde de l'Occident. Donc, la restauration de la confiance entre population et leurs dirigeants. Donc, on voit que la manifestation même des choix stratégiques économiques, parce que nous voyons par exemple aujourd'hui au Burkina Faso, les tenues scolaires seront produites par les autorités elles-mêmes, le Faso d'Infini. Et aujourd'hui, le contrôle des matières premières, les autorités sont dans la logique aujourd'hui de substituer au franc CFA une monnaie qui sera totalement souveraine par rapport aux nations africaines. Donc, un peu de tout ça, on peut dire qu'aujourd'hui, avec la prise même de conscience
de la jeunesse africaine. Parce que la question du combat de libération dans le sens du panafricanisme a commencé par cette jeunesse de notre génération, par cette jeunesse africaine de notre génération. C'est la jeunesse qui a pris conscience qu'elle doit se lever. La jeunesse révolutionnaire panafricaine aujourd'hui a émergé par rapport à l'autre jeunesse médiocre qui était à la merci des hommes politiques. Freddy, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui font l'amalgame, qui sont dans la confusion. Ils n'arrivent pas à détacher populisme et panafricanisme. Ils sont plus dans le populisme. Ils accusent l'autre à tort et à travers sans pour autant avoir ce recul en essayant de raisonner. Et selon vous, comment est-ce qu'il faudra faire pour faire ce distinguo entre le panafricaniste qui essaie quand même de venir et s'appuyer un peu sur ce qu'ont fait quoi qu'on puisse faire? On ne peut pas réinventer un peu la situation. Il y a des choses qui ont été faites par ceux qui étaient là. Ils sont arrivés à un autre niveau. Il faut évoluer dans la continuité. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour détacher cela, faire un distinguo entre le populisme et le vrai panafricanisme? Déjà, le populisme, en fait, il faudrait d'abord essayer de contextualiser les choses, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure en off, lorsque je discutais avec mon copanéliste tout à l'heure, en fait, on était en train de vouloir essayer on va dire quoi, essayer de faire un petit distinguo, en fait, pour éviter, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent qui ne sont pas réellement des panafricanismes, en fait. C'est-à-dire, il y a des personnes qui agissent pour leur cause. Et il y a d'autres qui se font influencer, en fait. Parce que le panafricanisme, lorsque vous posiez la question tout à l'heure, aucun pays ne peut vivre en autarcie aujourd'hui. Nous sommes obligés de vivre avec les autres. Bien que, contrairement aux richesses, en fait, qui nous sont volées, si on peut le dire ainsi, on n'a pas cette capacité de pouvoir s'asseoir sur les mêmes tables de négociation afin d'imposer, en fait, qu'est-ce que nous, on veut pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous, les jeunes, la jeunesse consciente, en fait, nous sommes en même de nous poser et de poser les meilleures questions aujourd'hui pour savoir. Tout à l'heure, on parlait au niveau aussi de la souveraineté aussi des pays africains. Mais je crois qu'aujourd'hui, la monnaie qui est le franc CFA, c'est une monnaie qui pèse aujourd'hui, en fait, pour les économies des pays africains. Et il faudrait qu'on arrive à s'en défaire ou essayer de poser, en fait, des échelons, des bases, en fait, qui pourront nous placer au niveau des échanges économiques et même, bien évidemment, sur la table des négociations pour faire en sorte que nos richesses, qui soient dispatchées ailleurs, puissent avoir une réelle plus-value, en fait, sur l'économie de notre pays. Et bien évidemment, les courants des panafricanistes qui s'élèvent aujourd'hui, c'est pour essayer d'impulser, en fait, une dynamique nouvelle, de faire en sorte que ceux qui nous ont précédés, afin de s'asseoir sur les bases qu'eux, ils ont déjà posées et de faire évoluer, en fait, la chose. Vous avez parlé de la sortie du franc CFA. C'est vrai que c'est une question qui est assez complexe quand on sait qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est vrai, sortir du franc CFA peut être intéressant, mais vouloir y sortir coûte que coûte, sans pour autant avoir une certaine stratégie au préalable, peut être risqué. On a vu des pays aujourd'hui qui sont confrontés à l'inflation. Je peux donner l'exemple du Nigeria qui a le Naira, du Ghana qui a le Cedi. Ouais. Et donc, ils sont confrontés à des taux d'inflation qui sont très élevés. Et pourtant, les pays qui ont le franc CFA quand même ne connaissent pas peut-être cette situation-là. C'est-à-dire, certes, il faut planifier, c'est-à-dire il faut prévoir, sortir de cette zone, mais il ne faut pas tout le temps aussi voir le mal du même côté. Il faut quand même peut-être essayer de raisonner, d'avoir une certaine stratégie. Vous ne pensez pas cela, Freddy? Écoutez, moi je suis d'accord avec vous, mais vous savez, il y a une question qui se pose aujourd'hui. Vous savez, moi, par exemple, qui suis du Gabon, lorsque je viens avec le franc CFA de l'Afrique centrale du Gabon, le taux que moi j'ai au Gabon n'est pas le même taux que j'ai ici au niveau du Sénégal. J'ai été étudiant au Maroc. Au Maroc, on utilise le dirham. Donc, lorsque le taux de convertibilité du dirham au franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et du franc CFA de l'Afrique centrale, ce n'est pas la même chose. Nous sommes d'accord aujourd'hui, il y a des intellectuels, nous avons des brillants économistes, des brillants jeunes, ou des jeunes étudiants qui font dans la monétique et tout. Et moi, je crois que nos pays doivent s'asseoir afin d'établir quelles sont les bases. Comment est-ce que nous pouvons faire pour s'autonomiser nous-mêmes afin d'avoir une monnaie qui pourra ne pas peser non seulement sur notre économie, mais comme on dit, on va copier chez les autres, on va prendre ce qui est bien et enlever ce qui est mauvais, pour que nous-mêmes, nous puissions avoir notre propre monnaie qui puisse nous aider au niveau des taux d'échange, au niveau des taux de convertibilité, et de faire en sorte que ces pays-là puissent être aussi... En fait, une étude profonde au préalable. Effectivement, on ne peut pas s'en défaire comme ça, en fait. Sinon, ce serait jeter la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord faire une étude au préalable. Pape Diallo, une réaction par rapport
à ce qui a été dit, populisme, panafricanisme, à cette question sur la monnaie? Vraiment, j'ai une réaction et je salue les frères Freddy et Gay. Je crois que, comme Gay l'avait dit, nous étions dans une indépendance de façade. Donc, il s'agit maintenant de ramener l'indépendance dans son contexte et dans sa définition propre. Parce que chaque fois, nous nous basions sur des systèmes qui sont importés, qui n'ont aucune harmonie avec nos réalités culturelles chez nous ici. Donc, ce qui fait que, quelles que soient les décisions qui viennent de l'extérieur, ça ne pourra jamais marcher. Donc, ainsi va la question du franc CFA. Nous avons été très clairs. Le franc CFA, vous m'excuserez, en parenthèse, c'est comme le virus du sida. C'est la même chose. Parce que comme la même manière dont le virus du sida se manifeste dans le corps, en s'attaquant à l'immunité du corps, c'est-à-dire les défenses du corps, il affaiblit le corps et tous les maux qui existent affectent le corps. C'est la même chose avec le franc CFA. Lorsqu'il entre dans une économie nationale, il s'attaque à toute l'immunité d'une nation, c'est-à-dire à toutes les défenses de la nation. Il affaiblit l'armée, il affaiblit la société, il affaiblit tout. La question du franc CFA, pour nous, le débat se situe à un seul niveau. Il faut simplement se débarrasser de ce franc CFA. C'est tout. Pape Diallo, pensez-vous que le temps de la victimisation est révolu? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter au lieu de tirer tout le temps sur l'autre, dire que les mots qui nous gangrènent, ça vient de l'autre? Il faut aussi avoir une certaine introspection, essayer de voir ce qui gère nos ressources. C'est-à-dire avoir un regard critique sur ce qui se fait chez nous. Non, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est en fait ce que nous appelons ici de la propagande impérialiste. Parce que lorsque on commence à se plaindre, on dit que nous sommes en train de tomber dans la victimisation. Non, nous sommes en train de dénoncer un système. Et ce système est ancré depuis des siècles. C'est la même force d'exploitation impérialiste. C'est comme qui se manifeste à un moment donné par l'esclavage, qui se manifeste à un moment donné par le colonialisme, qui se manifeste encore par le néocolonialisme. Mais tout ça, c'est le même système d'exploitation de l'homme par l'homme. Donc nous sommes en train de dénoncer. Il y a beaucoup de générations qui nous ont succédé, qui ont mené des combats. Et nous sommes en train de continuer ce combat. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir une victoire sur les autres. Et dire, par exemple, quand on dit, est-ce que c'est pas nous-mêmes? C'est pas nous-mêmes. C'est le même système. C'est-à-dire, ils viennent, ils nous imposent des chefs d'État qui font 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Quand nous disons qu'ils ne sont pas d'accord avec ces chefs d'État, ils arment ces chefs d'État qui tuent les populations pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire, les choses sont claires. Il n'y a pas de victimisation. Nous sommes en train de dénoncer un fait. Mais lorsqu'on dénonce, ils veulent faire croire aux gens que oui, nous sommes toujours dans la victimisation, que nous-mêmes devons nous retourner comme quoi. Non, le système impérialiste, c'est un système qui étouffe le potentiel et les compétences des peuples. L'extraction de l'or. Mais on n'a pas besoin des Occidentaux pour extraire notre or. Quand Moussa l'a fait, il ne connaissait pas les Blancs. Donc, chaque fois, nous sommes dans une certaine forme d'autoflagellation. Non, on ne va pas l'accepter. Celui qui nous flagelle, on va lui dire que c'est un bourreau. C'est aussi simple que ça. Qu'ils cessent de nous flageller et on va laisser leur nom. Alors, doit-on changer de fusil d'épaule Ousseynou Gueye? Le temps de la victimisation est dépassé ou bien on doit réadapter notre lutte, nos combats par rapport aux réalités actuelles? Merci d'avoir posé cette question. Bon, en fait, le temps de la victimisation ne peut pas s'en aller comme ça, parce que tout simplement, on continue à vivre les mêmes faits, les mêmes choses se répètent, et donc quand les mêmes choses arrivent au même moment, donc aussi c'est normal aussi que l'on se victimise souvent. Mais bon, je peux dire qu'il ne s'agit pas d'une victimisation simple, mais on va au-delà d'une victimisation. Mais on est là pour une lutte, pour un combat, pour un idéal. Et l'idéal, c'est la libération de l'Afrique. Et je pense que là, on en est conscient. Et comme vous l'avez dit, il nous faut aussi un regard vers le rétroviseur, afin de pouvoir comprendre comment est-ce que le panafricanisme s'est développé à travers le temps. Voilà, donc on sait qu'il y a pas Parce mal... que les réalités d'hier diffèrent de celles d'aujourd'hui, ou bien pensez que c'est les mêmes réalités? Les réalités ne sont pas les mêmes, mais en fait, il y a des faits qui sont toujours là et qui existaient auparavant et qui continuent d'exister. Le nœud gordien du problème reste le même, quoi. Ouais, en fait, le nœud reste le même. Donc, ce qui veut dire qu'également, il est normal qu'on puisse se baser sur ça pour pouvoir lutter afin de faire bouger les lignes, quoi, en fait. Mais bon, disons que l'Afrique est assujettie, l'Afrique est dominée, l'Afrique est exploitée.
on est dans un mal développement, comme pour reprendre l'expression de Samir Amin. Donc, il nous faut une déconnexion vis-à-vis de l'Occident pour pouvoir jeter les bases de notre libération continentale. Je pense qu'il serait important de pouvoir aller là-bas. Et donc, aujourd'hui, on a vu que tous les jeunes sont engagés dans ce même mouvement-là. Donc, c'est pour que les choses puissent changer, quoi. Freddy, sur la même question, allez-y. Doit-on changer de fusil d'épaule? Doit-on changer de stratégie? Ou bien on garde toujours cette même manière de lutter, de combattre, se victimiser? Écoutez, merci pour la question. Mais vous savez, lorsque l'on parle de changement, en fait, il faudrait d'abord avoir un regard rétrospectif, en fait, pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché hier, afin de pouvoir faire évoluer la chose, en fait. Nous héritons en fait d'un continent avec des luttes, avec des aînés, des anciens qui ont participé à ce que nous puissions essayer d'avoir un continent aujourd'hui qui comme il est. Mais nous n'allons pas être des victimes en tout temps et en tout lieu. Il faudrait bien faire évoluer le débat et se dire que bon, écoutez, nous héritons des traités de l'époque coloniale. Nous savons très bien qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais nous devons être radicaux sur un fait. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique se doit d'être ce continent-là qui fait rêver. L'Afrique se doit d'être ce continent-là qui, non seulement de par nos richesses, nous devons être nous-mêmes les premiers bénéficiaires, en fait. Nous devons faire en sorte que les générations futures, c'est comme je disais tantôt dans mon propos introductif, moi je prône pour les générations futures. Pour que ces générations-là, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent un continent peut-être pas, nul n'est parfait, peut-être pas à l'extrême et tout, mais au moins qu'il y ait des bases, en fait, pour solidifier un avenir meilleur. Parlons de l'unité africaine, c'est un terme qui revient à chaque fois dans votre argumentaire. Est-ce réalisable ou plutôt une utopie? Écoutez, avec la réalité des choses, vous savez, le monde bouge, et bien évidemment les mentalités. Vous savez, les Africains, c'est d'abord au niveau des mentalités. Je crois que c'est possible. Il faudrait que nous soyons sur les mêmes longueurs d'onde. Il faudrait que l'on évite d'être nos propres victimes ou peut-être nos propres bourreaux, mais de mettre nos chefs d'État, nos dirigeants, face aux réalités du monde, face aux réalités des nouvelles technologies qui évoluent et tout ce qui bouge, et c'est dire que oui, c'est possible. L'Afrique aussi peut devenir ce continent meilleur. Pape Diallo, sur la même question, l'unité africaine, vous pensez qu'on peut y arriver ou bien c'est plutôt une utopie? Non, mais c'est clair qu'elle est déjà réalisée. Moi, je suis dans une nation aujourd'hui qu'on appelle AES. Là, c'est la preuve que l'unité africaine est possible. Les trois armées viennent de porter un coup fatal au terrorisme international. Donc, on peut dire que l'AES aujourd'hui est la preuve palpable de l'unité africaine. Et surtout, ce qui est encore plus heureux dans cette affaire-là, c'est que, par exemple, ici au Mali, le quartier général de la Révolution, comme d'autres mouvements, sont très en avance. Nous ne parlons plus du Mali, ni du Burkina, ni du Niger. Nous parlons du peuple AES. Et nous sommes déterminés avec un seul objectif à atteindre, qui est la déberlinisation de l'Afrique. Voilà. Donc, c'est-à-dire la suppression immédiate de ces frontières coloniales. Donc, nous avons fait beaucoup d'activités par rapport à ça. Nous avons écrit des mémorandums, le combat est engagé et les autorités sont avec nous. Et surtout qu'au sommet de Niamey au Niger, le 6 juillet passé, notre président colonel libérateur Assimi Goïta, il a été très clair. Ils ont dit que la confédération est une étape pour aller à la fédération. Donc, nous sommes déjà le cœur rempli de joie et d'espérance. Donc, tous les jalons sont déjà jetés pour atteindre l'unité africaine. Alors, Ousseynou Gueye, dans le contexte actuel, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être un blocage à cette unité africaine dont on parle? Bon, je pense que l'Afrique gagnerait à s'unir. D'ailleurs, comme le prédisaient nos chantres, comme Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah, qui parlait de conscientisme, en fait, le retour au socialisme africain. Et je pense que, en fait, ils ont développé des théories qui consistent à vouloir mener l'Afrique dans cette direction de l'unité, en fait. Et Cheikh Anta Diop le disait même que
à travers un ouvrage, il a écrit les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Il a jeté déjà les bases de l'unité africaine, comment est-ce que l'Afrique doit s'organiser pour pouvoir tendre vers son unité. Et je pense que c'est la seule solution, et ça c'est la solution finale qui pourrait en fait faire sortir de l'Afrique de ce joug colonial ou néocolonial qui est toujours là présent. Et je pense que ce qui pourrait un tout petit peu bloquer ce processus, c'est disons la présence des dirigeants fantoches, des dirigeants qui sont des valets de la France, qui à chaque fois cherchent à vouloir maintenir la mainmise de la France en Afrique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui parce que autant des Senghor, il y avait les Senghor et les Houphouët-Boigny qui étaient en quelque sorte les valets de la France par rapport à ces politiques de domination du continent africain. Et donc aujourd'hui, le problème, ce sont les dirigeants, les gouvernants. Si de toute façon nous changeons de dirigeants, nous pouvons changer de cap. Et ce changement de cap et de paradigme passerait certainement par le fait d'avoir une jeunesse de plus en plus consciente, mais également des dirigeants qui sont là et qui sont prêts à vouloir changer les choses. Et je pense qu'on a commencé à voir les signes avant-coureurs, ce qui se passe avec les États de l'AES. C'est suffisamment de preuves qui peuvent prouver qu'à un certain moment donné, on peut aller vers cette unité africaine. Et aussi l'avènement au Sénégal du tandem Sonko-Diomaye aussi, on peut quand même avoir l'espoir que les choses peuvent bouger et aller dans la bonne direction. Pour rester dans le thème, puisqu'on parle de la revitalisation du panafricanisme, quand on sait qu'il y a un outil puissant qui est là, le numérique, les médias sociaux, entre autres, cette mobilisation numérique, comment l'utiliser à bon escient pour toucher davantage de masses, pour les conscientiser, puisqu'on parle toujours de cette conscientisation des peuples? Bon, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont très présents et que nous aussi nous utilisons pour pouvoir passer des messages, mais aussi pour pouvoir parler à la population, les inciter à comprendre nos idéaux, les inciter à comprendre quelles sont en fait les bases de notre lutte, qu'est-ce que nous faisons et où est-ce que nous voulons amener le continent africain. Et je pense que ce sont des éléments très utiles pour nous qui peuvent quand même faire avancer les choses, parce que en fait, actuellement, les gens sont actifs sur les réseaux sociaux et ils utilisent le numérique. Et donc, à travers le numérique, je pense qu'on peut changer les choses. À travers le numérique, on peut quand même aller au-delà, en fait, du stade où on était. Parce que, bon, en fait, souvent, on sait que les choses, c'est compliqué de coordonner, c'est compliqué d'appeler les gens, en fait, parfois lors des manifestations, en fait. Mais aussi, à travers les réseaux sociaux, on peut passer certaines informations qui devraient, a priori, se faire en public. Mais je pense que ça aussi peut nous aider à avancer. Ça peut nous aider quand même à aller dans une autre direction, quoi, en fait. Voilà. Et c'est très intéressant pour la lutte aussi. Freddy, allez-y sur la même question par rapport à cet usage des médias sociaux. Vous savez, nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui et vous savez, le continent africain, nous sommes interconnectés. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons bénéficié, en fait, à l'époque de nos ancêtres, en fait, nous avons bénéficié de l'oralité. Vous savez, le peuple africain a su conserver ses valeurs, ses traditions ainsi que ses connaissances de par l'oralité. Donc, nous devons définir des paradigmes qui permettront à ce que tous les peuples africains, afin de passer des messages, peut-être, vous savez, dans l'AREA-pays, par exemple, dans nos différents pays africains, nous avons des langues. Je crois au Sénégal, il y a le Wolof, il y a le Sérère, ainsi que d'autres pays africains et tout. Donc, nous devons essayer d'axer, en fait, les différents axes de communication, de faire en sorte à ce que le message puisse passer dans des bonnes définitions. Les zones périphériques. Effectivement, en fait, aller, en fait, dans les différentes régions, parler la langue locale afin que le message puisse passer. Et que le message, en fait, qui soit passé, soit ce message-là qui rassemble, en fait, qui unit, qu'il n'y ait pas d'interférence au niveau de la communication, que le public ait l'information, mais surtout la bonne information. Pape Diallo, sur la même question au sein de votre quartier général de la Révolution, quel usage faites-vous des médias sociaux, des réseaux sociaux pour inviter davantage de personnes à adhérer à votre cause? Voilà, donc comme vous le savez, la science, elle est africaine. Nous sommes juste réappropriés ce qui nous appartient, même si ça a été un peu boosté à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons accès abondamment à la nouvelle technologie, là où il n'y a pratiquement pas de monopole sur cette science-là. Et nous en faisons aussi un usage et ça est de faciliter la révolution aux générations africaines, parce que comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine a surtout fait usage de ces réseaux sociaux-là aujourd'hui
pour impulser la révolution et l'éveil des consciences. Donc, c'est une manière vraiment de les féliciter. Et c'est ce que nous faisons aussi au sein du quartier général de la Révolution. Nous avons notre page et tout ça, et nous informons, nous éduquons à partir de ces nouvelles technologies-là aussi. Pape Diallo, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. On vous donne la parole une dernière fois. On va faire un dernier tour de table. Votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine, très rapidement. Vraiment, c'est de maintenir la dynamique de la complémentarité entre nous et de continuer à s'éduquer, à prendre exemple sur nos repères, les bons repères, les Bolbo Keita, le Kwame Nkrumah, et voilà. Allez-y, Ousseynou Gueye, sur la même question, votre message à l'endroit de la jeunesse africaine. Voilà vos confrères panafricanistes, allez-y. Bon, j'appelle tous les jeunes Africains à maintenir le cap, à vouloir continuer la lutte, à faire de notre meilleur, parce que bon, en fait, il y a vraiment du nouveau, il y a un changement qui est là, qui s'opère, et qu'on doit continuer dans cette même logique-là. Et très récemment, j'ai été au Ghana, j'ai eu à rencontrer beaucoup de jeunes panafricains venus de différents pays africains. J'ai vu l'énergie qui dégage sur eux et j'ai compris que les choses bougent. C'est pas seulement ici, mais d'ailleurs aussi ça bouge et que on doit continuer dans cette logique-là pour pouvoir donc impulser le changement. Donc la jeunesse est porteur de changement. C'est à nous d'améliorer les choses. C'est à nous de changer les paradigmes. Et donc je pense que si nous continuons comme ça et à coordonner nos forces et notre énergie, je pense que les choses vont changer et que l'Afrique pourra enfin retrouver sa voie. Freddy, allez-y très rapidement sur une question, votre dernier mot. Merci beaucoup pour la question. Alors je dirais tout ce qui est pour nous, tout ce qui s'est fait pour nous, sans nous et contre nous. Donc je dirais aujourd'hui que le panafricanisme, en fait, c'est pas la haine. C'est pas la haine de l'autre, c'est plutôt l'amour de soi. C'est notre capacité à construire un monde qui nous rassemble, qui nous assemble. Donc voici ma modeste vision au niveau du panafricanisme et de dire que les lignes bougent dans le bon sens. Et nous appelons à tous les panafricanismes à travers le monde à ne pas se relâcher, avoir toujours cette même vision et aller sur un même front afin que nous puissions obtenir des batailles encore plus grandes et pour un avenir prospère pour les générations futures. Sougou Boulingi Mirik Freddy, vous êtes étudiant-chercheur en sciences de l'information et de la communication au CESTI. Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Vous êtes également coach en prise de parole en public. Vous vous définissez comme un panafricain. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce studio, Freddy. Un plaisir partagé. Merci également à Ousseynou Gueye, activiste panafricaniste, membre du GRILA. C'est le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir dans ce studio, Ousseynou. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'être là. Nos remerciements également à Pape Diallo. Il est le président du quartier général de la Révolution, QGR. Il nous parle de Bamako. Pape Diallo, merci à vous. Merci beaucoup, Demba, et c'était un immense plaisir pour moi aussi. Et je salue aussi les deux camarades, Freddy et Gueye. C'est la fin de ce nouveau numéro de Jeunesse Active. Nous avons abordé 2 thèmes aujourd'hui. D'abord, dans la première partie, dans la voix des enfants pour la paix au Sahel, on a mis le focus sur les mécanismes de prévention et de résolution des conflits existants. Et dans la seconde partie, le rôle des jeunes dans la revitalisation du panafricanisme était le sujet évoqué. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également à vous qui nous suivez via nos radios partenaires un peu partout en Afrique de l'Ouest. Je suis Demba Amar Anne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Jeunesse Active. Activez-vous autour de l'essentiel. Bye bye, à la prochaine.